Fin de la première journée ce mercredi de la phase des groupes dans cette CAN pleine de surprises. Mesdames et messieurs, bonjour. La composition de ce journal. Vague de témoignages après le décès du journaliste écrivain Jérôme Carlos. Suivez dans cette édition les anecdotes racontées par certains proches collaborateurs du disparu. Ce sera au micro de Teddy Goudalo. Atom Pané, c'est le nom de Tam Tam que nous allons découvrir dans ce trésor au Bénin. Depuis la nuit des temps, il servait de moyen de communication dans les palais royaux des peuples Akan et descendants. Ulrich Gaba nous amène à sa découverte dans un instant. Et puis, InfoCAN Côte d'Ivoire 2023, le groupe E a fait son entrée en lice dans la soirée d'hier. La Tunisie a été surprise par la Namibie, 115e au classement mondial. Le Mali, quant à lui, a assuré face à l'Afrique du Sud. Les précisions à suivre. À nouveau, bonjour. La nouvelle est tombée depuis ce lundi. L'écrivain et journaliste Jérôme Carlos a tiré sa révérence à l'âge de 80 ans. Le décès de cette personnalité de la presse africaine, notamment béninoise, a fait réagir plusieurs personnes qui ont collaboré avec lui. Nous sommes allés à la rencontre de quelques-unes qui nous rappellent les qualités de l'illustre disparu, suivi d'anecdotes. Teddy Goudalo a recueilli pour nous quelques avis. J'ai eu le bonheur de le connaître et on était vraiment amis. Quand il est rentré après la carrière qui a été la sienne à l'extérieur, il était déjà très bien connu au pays. Vous savez qu'il a connu l'exil. Quand il est rentré après la confirmation, il avait tout pour être un gourou, comme un fétiche de la profession. Il en avait toutes les qualités, mais il a préféré se faire serviteur. Un vrai serviteur au sens noble du terme, d'un commerce agréable. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas une once de négativité en eux. Jérôme Carlos en fait partie. Lorsque vous êtes avec lui, vous le sentez, il ne dégage de lui que du positif. Et ça se sent à travers sa plume. Jérôme Carlos, c'est un homme que j'ai découvert dans la presse ivoirienne au milieu des années 80. Après, il a écrit son premier roman, je crois son premier roman, Les enfants de Mandela, ça s'appelait le roman. Il a été reçu dans une chronique littéraire, animée à l'époque par un journaliste du nom de Frédéric Gramel. C'est là que la première fois que j'ai vu le visage de M. Carlos à la télévision ivoirienne, en tant que non seulement journaliste, mais aussi littéraire, écrivain. On a travaillé tout le temps ensemble, c'était un doyen à nous, un grand doyen qui n'hésitait pas à vous prodiguer ses conseils, qui n'hésitait pas à vous appeler pour vous faire des remarques par rapport à tel ou tel papier, et sans faire la leçon. Monsieur Carlos n'aime pas faire la leçon ensemble. Et puis, souvent on le taquinait pour dire, mais Monsieur Carlos, avec votre charisme, avec votre expérience, votre expertise dans la profession, vous aurez quand même pu occuper des postes comme président de la HAC. Remarquez qu'il n'a jamais pris une fonction officielle. Or, c'était l'un des premiers directeurs généraux de l'ONEPI, la nation, directeur de la Bibliothèque nationale, avant de partir en exil en 1975. Mais il n'a jamais, depuis son retour, il n'a jamais voulu prendre un poste officiel. On lui a dit, mais prenez au moins un poste officiel pour être un repère pour nous. Il a tout dit, non, non. Michel, je vais être au service de la presse, je veux rester dans mon privé. Et c'est dans cette optique qu'il a pu, avec M. Boya, créer KPFM dès le lancement, dès la démonopolisation des zones en 1997. Jérôme Carlos, en 2001, nous a accompagnés, nous, une des gens de la presse privée du Bénin, à former des projets des médias dans le cadre du programme de l'aide d'État à la presse privée, volet formation. J'étais le président de l'Union et je lui ai fait appel. Elle a dit, Robin, si c'est le président, le peuple, aidez-vous. Comme la manière il parle, hein, toujours disponible. Il a accompagné cette promotion. Il était le coordonnateur général de la formation. C'était 3 semaines d'échange d'expérience, d'un management terrible. Et la promotion avait été surnommée la promotion à Brinkman. Donc c'était la promotion à Brinkman avec le conseiller Franck Ekpocheme, Madame Annick Djimadja qui est à l'Assemblée nationale, chargée de mission du président, et beaucoup d'autres, j'en oublie sans doute. Cette promotion, aujourd'hui, quand je le dis, vous regardez, personne n'est en déperdition dans la profession, parmi cette promotion-là. Tout compte fait, je peux dire du doyen Carlos qu'il était le modèle de notre génération. Beaucoup d'entre nous l'ont souvent mis dans leur CV comme personne de référence.
parce qu'on savait qu'il pouvait dire un certain nombre de choses sur nous, parce qu'il nous a fait. Je dois dire que Jérôme Carlos fut un intellectuel raffiné, un professionnel éprouvé et un modèle de rigueur. Je peux dire également que le doyen Carlos était un mentor inspirant. C'était un mentor conciliant, un mentor volontaire et plein d'initiatives. François Odo, si vous l'avez vu, on aurait porté témoignage. Nous avons commis ensemble, lui et moi, 3 livres. Et Jérôme Carlos n'était jamais loin de ces 3 initiatives. Il les a lus, il en a préfacé des livres, des productions que nous avons eu à faire. Il a pris des initiatives, nous associant, nous les deux. Et c'est avec une grande peine que j'ai appris son décès, étant entendu que nous étions en train de faire un film sur lui. On a collecté un certain nombre de témoignages, dont celui de ses fils, et il restait à prendre lui-même son témoignage. On l'a eu quelques jours avant, et là, il nous fausse compagnie, un peu comme il aurait dit encore lui-même, comme un bossu. Et depuis hier, et quand j'ai appris la nouvelle, j'ai eu un choc. Ce n'est pas dans mes habitudes par rapport à ça, parce que il y a au moins 2 ou 3 anciens auxquels j'étais proche aussi, qui sont partis comme ça, l'année dernière. Et pour ne pas se cacher, bon, j'avais dit, il est dans la liste, quoi. Je veux parler de Jean Onza, de l'ORTB. Je veux parler de Zekpa Raoul, qui était aussi de la presse écrite. Et je n'ai pas eu le même choc que pour Jérôme Carlos. Parce que Jérôme, c'était un grand frère, c'est un ami. Et c'était surtout aussi le premier patron que j'ai eu dans la profession. Quand je suis sorti, frère émolu de l'école de formation de Dakar, c'est avec lui que j'ai commencé à exercer le métier. Ce mardi 16 janvier 2024, l'état-major général des forces armées béninoises, avec à sa tête son chef Fructueux Baguedi, a organisé une cérémonie de dépôt de gerbes à la place des martyrs de Cotonou. Une cérémonie assez sobre avec la présence de quelques parents des victimes de l'agression de 1977. Dans son message, le chef d'état-major a exprimé ses émotions à la mémoire de ces dévoués de la cause de la patrie et aussi l'engagement des forces de défense à œuvrer davantage pour garantir la sécurité au Béninois. Reportage. La place des martyrs à Cotonou ce 16 janvier 2024. Le chef d'état-major fait son arrivée sur les lieux. Revue des troupes. Et puis dépôt de gerbes. Un moment de recueillement, signe du respect de la mémoire des dignes fils du Bénin qui ont péri lors de l'agression du 16 janvier 1977. Visiblement une cérémonie sobre mais remplie d'émotions. C'est toujours avec beaucoup d'émotion que nous venons à ces moments de recueillement. Respect pour ces anciens qui sont tombés pour le Bénin. Ils sont tombés parce qu'ils étaient persuadés de ce que notre Bénin doit toujours être défendu. Le souvenir des martyrs disparus il y a 47 ans est encore vivace dans la mémoire de leurs frères d'âmes encore en fonction. Par la voix de leur chef, ils s'engagent à maintenir et faire maintenir au pays un environnement de quiétude au profit de la population béninoise. Nous restons dans la même philosophie et nous ferons toujours de telle sorte que chaque fois qu'on nous attaque,
ce soit le dernier jour pour ceux qui nous attaquent. L'histoire retient qu'au petit matin du 16 janvier 1977, un petit aéronef du type DC-7 avec à sa tête le mercenaire français Bob Denard se posa à l'improviste sur l'aéroport de Cotonou. À son bord, des passagers très peu ordinaires. Objectif, s'emparer du palais de la Marina afin de renverser le régime marxiste-léniniste du lieutenant Mathieu Kérékou. Pendant des heures, l'armée béninoise va contenir des assaillants qu'elle va réussir à mettre en déroute. Mais l'opération s'achève malheureusement avec la mort de 7 compatriotes immortalisés ici à la place des martyrs. Le Forum économique, commercial et d'investissement Turquie-Bénin a eu lieu ce lundi à la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Un rendez-vous pour échanger et nouer des partenariats initiés par la CCI Bénin qui permettra, entre autres, de renforcer les liens économiques et commerciaux entre les deux pays. Cette rencontre entre entrepreneurs, investisseurs et acteurs économiques n'a duré que 24 heures. Voici le compte rendu de Ouliat Sanoussi et Rachidi Soubero. Une journée pour discuter, échanger des idées novatrices et explorer des axes qui permettront à la Turquie et au Bénin de renforcer leurs relations économiques. C'est ce que vise le Forum économique, commercial et d'investissement Turquie-Bénin qui s'est ouvert lundi ici à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin à Cotonou. Un événement qui prend racine dans la concrétisation du programme Choose Bénin. Ce forum revêt une importance particulière car il représente une opportunité exceptionnelle de renforcer les liens économiques et commerciaux entre nos deux pays. La Turquie et le Bénin partagent des valeurs communes d'ouverture, d'innovation et de coopération et il est temps de concrétiser ces valeurs au travers de partenariats fructueux. Le Bénin offre un environnement propice aux investisseurs avec une économie en plein essor et un gouvernement engagé dans la concrétisation d'un climat des affaires favorable. L'état des relations diplomatiques et de la coopération et la revue du commerce bilatéral ont été exposés à l'assistance. Les principaux secteurs économiques ainsi que les opportunités d'affaires et d'investissement, les principales réformes mises en place par le gouvernement béninois et les sociétés turques participantes au forum ont également fait l'objet de présentations. Quand nous analysons les chiffres des taux d'export de Bénin à la Turquie, nous voyons bien qu'il y a encore beaucoup à faire, tant bien qu'en termes d'investissement, en termes de commerce entre les deux pays, on a beaucoup de choses à faire ensemble. Les relations fondées par la Turquie sont toujours fondées sur des bases gagnantes et fondées sur de l'honnêteté. Et je crois que dans tous les autres secteurs, tant bien politiques, économiques et culturels, que ça va continuer. Pour ce forum économique, des secteurs clés tels que l'agroalimentaire, les infrastructures, les énergies renouvelables et le tourisme ont été identifiés comme des domaines d'opportunités porteurs pour le développement de partenariats d'affaires entre les deux pays. L'objectif est de co-investir ensemble au Bénin afin de pouvoir exporter suffisamment également en Turquie pour équilibrer la balance commerciale et créer des emplois au Bénin afin que la réalité du mot que l'ambassadeur turc a prononcé ici, les coopérations gagnant-gagnant, soit une réalité. Le président de la CCI Bénin encourage les entrepreneurs et investisseurs, les acteurs économiques présents au forum à saisir cette occasion pour tisser des liens durables et mutuellement bénéfiques. Toute chose qui contribuerait à l'épanouissement des deux économies et aussi au début d'une collaboration fructueuse entre la Turquie et le Bénin. Le ministre de la Santé, Benjamin Mompati, était dans la soirée de ce lundi à l'aéroport international Bernardin Conti de Cotonou. Ceci pour la réception des vaccins antipaludiques qui s'inscrivent dans le cadre de l'introduction du vaccin RTS dans le programme élargi de vaccination. La réception de ce nouveau vaccin par le ministre en charge de la Santé s'est déroulée sur le tarmac de l'aéroport international Bernardin Conti de Cotonou.
Les précisions avec Candide Ouintor sur les images de Eder Mpévi. La lutte contre le paludisme engagée par le gouvernement à travers le ministère de la Santé se poursuit. Dans le souci d'une solution pérenne de lutte contre cette maladie, considérée comme l'une des causes principales de décès des enfants de moins de 5 ans, et suite aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, le Bénin a opté pour l'introduction du vaccin RTS dans le programme élargi de vaccination. Selon les données de l'OMS concernant l'année 2020, plus de 4,7 millions de cas de paludisme et 10 000 décès ont été signalés principalement chez les enfants de moins de 5 ans. L'arrivée du vaccin contre le paludisme constitue une avancée décisive dans la lutte contre la maladie. C'est un game changer, pour le dire en anglais. Et quand je pense que le vaccin contribuera à coup sûr à la réduction de la mortalité infantile, quand je pense aux économies en ressources grâce à la réduction des hospitalisations, quand je pense à l'allègement de la pression sur le système de santé du pays, alors je suis convaincu que nous touchons là quelque chose de grand. Les efforts inlassables du gouvernement dans la lutte contre le paludisme à travers son engagement sont ici salués par le système des Nations Unies. Cette cérémonie de réception des vaccins marque l'arrivée de plus de 2000 doses de vaccins au Bénin. L'occasion est ici choisie pour rappeler aux différents acteurs leur responsabilité pour un bon usage de ces vaccins. L'arrivée des 215 900 premières doses de vaccins contre le paludisme au Bénin est une importante étape vers une vaccination plus large contre l'une des maladies les plus mortelles pour les enfants africains. C'est le lieu pour moi d'exhorter les agents de santé de tous ordres à poursuivre inlassablement les efforts afin que les objectifs de couverture vaccinale soient atteints. Je voudrais une fois encore, à cette occasion, rappeler aux populations que la vaccination reste et demeure l'une des stratégies les plus sûres, les plus efficaces et les plus rentables pour lutter contre les maladies. Je garde espoir qu'avec l'initiative de la vaccination contre le paludisme, nous arriverons bientôt à bout de cette maladie. Ainsi, après le Cameroun, la Sierra Leone et le Burkina Faso, le Bénin vient en 4e position sur la liste des 9 premiers pays approuvés par Gavi pour bénéficier du soutien à l'introduction du vaccin dans son programme. Son administration aux enfants de moins de 2 ans sur toute l'étendue du territoire national est prévue dans les tout prochains mois. Toujours ce lundi, une soutenance de thèse s'est tenue dans la salle Etisalat de l'université d'Abomey-Calavi. Betonji Oswald Aklassato a présenté à un collège de professeurs les résultats de ses recherches sur le thème « Vulnérabilité des réseaux de transport et de distribution d'électricité du Bénin sous contrainte des perturbations et des extrêmes climatiques à l'horizon 2035-2050, sûreté et durabilité des réseaux ». Au terme de cette soutenance, les travaux réalisés par l'Impétran dans la spécialité énergie, environnement et climat ont été acceptés par le jury avec la mention très honorable. Les détails dans cet élément de Hugues Vingbe présenté par Florence Bossa. Pendant 40 minutes, Oswald Aklassato a présenté au jury et à l'assistance les résultats des travaux effectués sur le thème « Vulnérabilité des réseaux de transport et de distribution d'électricité du Bénin sous contrainte des perturbations et des extrêmes climatiques à l'horizon 2035-2050, sûreté et durabilité des réseaux ». S'en est suivi une phase interactive d'une durée de plusieurs heures au cours de laquelle des observations ont été faites par les jurés et des réponses fournies par l'Impétran. Après ces moments d'échange enrichissants, vient l'heure fatidique. Le jury, après avoir délibéré, décide donc, sur cette base, d'accepter votre travail et de vous décerner le grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en physique avec la mention très honorable. Alors il est arrivé, n'est-ce pas, à des résultats très intéressants
non seulement pour le monde scientifique, mais des résultats également pour les milieux opérationnels. En ce sens qu'il traduit ces résultats en termes de recommandations, de dispositions à prendre. Il a été éprouvé et à des moments donnés, je l'ai vu dans les limites de ses capacités, mais il n'a pas abandonné. Satisfait de la délibération du jury, Oswald Aklassator revient sur les mobiles qui sous-tendent le choix de son sujet. En tant qu'acteur et professionnel du secteur de l'énergie et surtout en tant que directeur technique des constructions du programme national ou binational du Millennium Challenge Bénin Compte 2, j'ai eu l'opportunité de participer à la construction et à la mise en service et en exploitation de beaucoup d'infrastructures nouvelles, de postes électriques, de lignes électriques et qui ont été réalisées via ce programme important pour notre pays. Procéder à une étude plus poussée sur les événements climatiques récents, définir des mesures d'adaptation et actualiser le plan directeur de l'électricité. Ce sont entre autres les recommandations faites aux décideurs par le néo-docteur en physique, cadre de la Société béninoise d'énergie électrique. Nous allons à présent découvrir un tam-tam qui, depuis la nuit des temps, servait de moyen de communication dans les palais royaux des peuples akans et descendants. Ce tambour n'est utilisé que pour les familles royales. Celui qui le joue lance des codes qui sont décryptés par d'autres initiés. Et c'est ainsi que le message circule à travers tout le village. Le nom de ce tam-tam, c'est Atompani. Voici le reportage de Ulrich Gaba sur ce tam-tam parlant. À première vue, ces tam-tams ressemblent à des tambours ordinaires. Mais ce n'est pas le cas. Nous sommes face à des tambours consacrés. Les initiés l'appellent Atompani ou le tam-tam parlant. Pour ce qui concerne ce tam-tam, il faut avoir je ne dirais pas une formation, mais une initiation. Une initiation. Vous êtes initié à jouer ce tam-tam parce qu'il y a des paroles que vous devez jouer dans ce tam-tam-là, que les gens vont expliquer. Quand on joue dans une maison royale ce tam-tam, ça véhicule un message. Et dans une autre maison royale à côté, il y a aussi un autre tam-tam parlant qui prend le relais. Ainsi de suite, l'information est relayée à travers le village. Ces tambours sont donc de grands canaux de communication, autrefois utilisés pour passer des messages à travers le royaume. Le rythme joué sur le tam-tam est un code que seules les personnes averties peuvent décrypter. C'est comme la géomancie, c'est en parabole. Donc ceux qui sont initiés comprennent le message que ça veut véhiculer et expliquent. Quand vous n'êtes pas initié, c'est difficile de comprendre. Par exemple, je dis Djokotoku Votengele. Qui peut comprendre ça si tu n'es pas initié? Djokotoku Votengele, tout simplement, ça veut dire les anciens sont partis, mais les petits restent. Mais avant de faire résonner la tompani ou le tam-tam parlant, il faut impérativement un rituel. C'est un tam-tam qui nécessite soin et respect de tous. Même le roi des Adigo, Nana Ané Danehor, au Togo, lui voue un respect particulier. À l'instar du gangan, encore appelé talking drum, très utilisé par les griots dans certaines régions d'Afrique de l'Ouest, la tompani est spécifique pour une ère culturelle bien déterminée. Il faut dire que nous sommes des Akans d'origine. Après, nous sommes devenus des Minans. Après, les Adigo que nous sommes aujourd'hui. Et puis, il y a le peuple Guin aussi. Dans chaque maison royale, tous ceux qui sont venus de la Côte d'Ivoire, à travers le Ghana, Togo, mais c'est rare de trouver ça au Bénin.
c'est rare de trouver ça au Bénin. Mais quand vous êtes de l'autre côté, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo, vous allez trouver les tam-tams parlants. Outre les messages à diffuser dans le royaume, la tompani est également utilisée lors des cérémonies de baptême, de mariage ou de funérailles du roi ou d'un prince. C'est un instrument dédié exclusivement à la famille royale. Les populations d'Aného au Togo ont vécu ce week-end des spectacles hors du commun. Le vaudou Zangweta a circulé sur la lagune sur une distance de plus d'1 kilomètre. Autre fait insolite de ce spectacle, les dignitaires ont fait usage d'un téléphone traditionnel pour guider à distance les Zangweteurs sur l'eau. Admirons ensemble ce spectacle inédit. Attroupés en bordure de la lagune d'Aného, ces hommes et femmes s'apprêtent à vivre un spectacle inédit. Le vaudou gardien de nuit, appelé Kelegbeto au Togo et Zangweto au Bénin, va traverser le cours d'eau sans sombrer. Ce n'est pas n'importe quel spectacle de Zangweto. Aujourd'hui, Zangweto va traverser la lagune. D'habitude, on traversait de l'autre côté, mais à cause des mangroves, on s'est déplacé ici. Et le monsieur derrière moi, le grand prêtre, est en train de donner l'ordre à la divinité de traverser. Parmi les dignitaires réunis sur la berge, un objet spécial attire l'attention. Des bouts de bois sculptés en statuettes sont ici utilisés comme téléphone. Grâce à ce moyen de communication, le dignitaire donne des ordres aux Zangweto à distance. Nyabe session do la sosidi e odola wa amlemanu togbo ye ame yobo ko ele ne yobo ne le wa amlemanu le wa degbe a Africa e portable que mi les envier nya togbo Africa be so ye yobo so portable ya nu ke bela wa mi ko vodu ke le siadia ko vodu ko la no se agbegba lo matin se o Vodou que wele si aji won we yen kuwo lo no ponupo mi kuwo lo no ponupo ye le ke communication le bele no do mi la no se si ba passer à me boma ga se. Même si nous n'avons pas pu entendre la voix de celui qui est au bout du fil de l'autre côté, la communication semble bien passer. Le Zangweto suit les directives à distance. En moins d'une dizaine de minutes, le vaudou rejoint la berge. Il est accueilli par ses libations et des chansons. Tout de passe-passe ou réalité, ce téléphone traditionnel, selon les informations recueillies en caméra, était l'un des moyens par excellence de communication entre les ancêtres africains. Mais seul un initié peut s'offrir ce mode de communication qui n'a besoin ni de crédit ni de forfait appel. Je l'annonçais en titre, la première journée de la phase des groupes va prendre fin ce mercredi dans les différentes pôles. Bien avant, le groupe E a fait son entrée en lice. Dans la soirée d'hier, la Tunisie a été surprise par la Namibie, 115e au classement mondial. Le Mali assure d'entrée face à l'Afrique du Sud. La Namibie figure désormais sur la liste des nations qui ont inscrit un but à une Coupe d'Afrique des Nations. Les Braves Warriors, qui sont à leur 4e participation au tournoi, ont enregistré leur toute première victoire à la Coupe d'Afrique des Nations face aux Aigles du Carthage, 3e au plan africain. Après une première période assez intensive où ils ont pu arracher un nul de 0 but partout, les Namibiens sont revenus en seconde période surprendre leurs adversaires. À 2 minutes de la fin du temps réglementaire, la Namibie infiltre en douce la défense tunisienne pour s'offrir le but de leur première victoire à une Coupe d'Afrique des Nations. But signé Deon Otto sur un centre au second poteau repris de la tête. Il se positionne à la 2e place du groupe E, derrière le Mali, car quelques heures plus tard,
Les Aigles se sont imposés au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Score final 2-0. La Tunisie et l'Afrique du Sud sont respectivement 3e et 4e du groupe. Il faut dire que 2 affiches sont prévues pour le compte de ce mercredi. Les Lions de l'Atlas du Maroc, demi-finalistes du récent mondial, affrontent pour leur entrée en lice les Taifa Stars de la Tanzanie à 18h. La dernière affiche des phases de groupe va opposer les Léopards de la RDC au Chipolopolo de la Zambie. Nous parlons à présent, cette fois-ci, des représentants béninois à cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. L'un des arbitres béninois, Louis Rouyan-Dandé, était sur la première rencontre qui a été jouée dans la journée d'hier, notamment entre le Burkina Faso et la Mauritanie. L'arbitre centre béninois a officié en tant que 4e arbitre sur cette rencontre au cours de laquelle il a fait sa première à la Coupe d'Afrique des Nations. Fin de ce 13h au Bénin. Pour rappel, les Lions de l'Atlas du Maroc, demi-finalistes du récent mondial, affrontent tout à l'heure à 18h les Taifa Stars de la Tanzanie. Merci de votre attention et à bientôt.